Ma femme s'est vantée de son infidélité dans une discussion familiale, mon ex en a une 10 fois plus grosse. Mon histoire de vengeance épique. Signe-les, ou je m'assurerai que toute la ville sache qui tu es vraiment. Daniel Carter fixait l'écran de son téléphone, regardant sa femme rire à quelque chose qu'un autre homme lui murmurait à l'oreille. L'horodatage indiquait, il y a 3 heures. Le tracker de localisation disait qu'elle était au travail. Elle n'y était pas. La vidéo de la caméra de sécurité du parking du motel ne mentait pas. Pas plus que le relevé de carte de crédit qui montrait des dépenses au même endroit, tous les mardis, depuis 6 mois. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il faisait défiler les preuves qu'il avait accumulées depuis des semaines. Chaque pièce construisait un dossier contre la femme qu'il avait aimée pendant 15 ans. « Chérie, tu es rentrée tôt. » La voix de Mila parvint de la cuisine, douce comme du poison. Elle apparut dans l'encadrement de la porte, portant la robe qu'il lui avait achetée pour leur anniversaire, celle qu'elle prétendait être trop serrée pour la porter à une occasion spéciale. Le trafic était fluide. Daniel glissa le téléphone dans sa poche. « Ça sent bon ici. Ton rôti préféré. » Elle l'embrassa sur la joue, son parfum différent de celui de ce matin. « Cher, pas la marque bon marché qu'elle portait d'habitude. Ma sœur vient dîner. Et Jared. Jared, son beau-frère, l'homme du parking du motel. Génial. » Daniel força un sourire. « Je vais me laver les mains. » Dans le miroir de la salle de bain, il étudia son reflet. 40 ans, les tempes grisonnantes, un peu de ventre à cause de trop de dîner au micro-ondes et pas assez de sommeil. Quand était-il devenu invisible dans sa propre vie? La sonnette retentit. Des voix emplirent la maison. Lisa, la sœur de Mila, jacassant à propos de son travail à la banque. Le rire tonitruant de Jared résonnant contre les murs. Les parents de Daniel arrivèrent ensuite. Sa mère portait une tarte achetée en magasin qu'elle prétendrait probablement avoir faite elle-même. « Voilà notre garçon. » Son père frappa l'épaule de Daniel assez fort pour que ça pique. « Tu travailles dur comme toujours, hein. Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Daniel accepta la bière que Jared lui offrit, remarquant comment les yeux de l'homme n'arrivaient jamais tout à fait à croiser les siens. Mauvaise conscience, peut-être. Ou juste de l'arrogance. La conversation du dîner s'écoulait autour de Daniel comme l'eau autour d'une pierre. Mila touchait le bras de Jared quand elle riait de ses blagues. Lisa se plaignait de ses mensualités d'emprunt tout en étant assise dans la maison de Daniel, mangeant de la nourriture qu'il avait payée. Sa mère critiqua l'assaisonnement du rôti sans proposer de cuisiner elle-même. Danny a beaucoup travaillé tard ces derniers temps, dit Mila en coupant sa viande avec une précision chirurgicale. N'est-ce pas, chérie? Le travail d'électricien ne s'arrête pas à 17 heures. Il observait son visage à la recherche d'indices, la légère tension autour de ses yeux quand elle mentait, la façon dont elle tordait son alliance quand elle était nerveuse. Les 2 signes étaient présents. Ça doit être sympa d'avoir toutes ces heures supplémentaires payées, dit Jared. Un nouveau camion l'année prochaine, peut-être. Daniel avait économisé pour des vacances à Hawaï, la destination de rêve de Mila. Maintenant, il se demandait qui elle avait prévu d'emmener. Après le dîner, pendant que les femmes débarrassaient, Daniel sortit sur la terrasse arrière. À travers la fenêtre de la cuisine, il les regardait chuchoter et glousser. Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. Vérifie tes emails. Tu mérites de savoir. Le message contenait des captures d'écran d'une discussion de groupe intitulée « Pauvre Danny », avec des messages remontant à des mois. Sa femme, sa sœur, sa cousine amie, toutes partageant des détails sur l'affaire, se moquant de son ignorance, comparant ses performances à celles de Jared. Il pense vraiment que je travaille tard au bureau. Est-ce qu'il fait toujours ce truc avec sa langue? Mon Dieu, non. Je simule avec lui maintenant. Jared sait vraiment ce qu'il fait. Le téléphone glissa des doigts de Daniel, heurtant bruyamment les lattes de la terrasse. 15 ans de mariage réduit à un divertissement cruel pour des femmes au foyer qui s'ennuient. Ça va, dehors, appela son père. Bien. La voix de Daniel semblait creuse, même à ses propres oreilles. Il ramassa le téléphone, faisant défiler des mois de trahison déguisés en complicité sororale. La caméra cachée qu'il avait installée dans leur chambre 3 semaines auparavant avait tout capturé. Mila et Jared, en sueur, riant du fait que le salaire de Daniel finançait leur chambre d'hôtel. De son air pathétique quand il partait travailler chaque matin.
De la façon dont il rirait s'il le découvrait un jour, parce que qu'est-ce qu'un électricien un peu mou pourrait bien y faire? Daniel ferma les yeux, sentant quelque chose de sombre et de patient se déployer dans sa poitrine. Un plan commença à se former, méthodique comme le câblage d'une maison. D'abord, sécuriser les fondations, puis retirer systématiquement tout ce qui ne servait pas la structure. Il retourna à l'intérieur en souriant à sa famille. « Quelqu'un veut un café ?» Le lendemain matin, pour la première fois en 5 ans, Daniel se déclara malade au travail. Au lieu de cela, il se rendit en ville et entra dans le cabinet d'avocat de Patricia Grave, une avocate spécialisée en divorce dont le panneau publicitaire promettait de « se battre pour ce qui vous revient ». Monsieur Carter. Patricia était une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, qui donnait l'impression d'avoir vu toutes les formes de trahison. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Daniel posa une clé USB sur son bureau. « Ma femme a une liaison avec son beau-frère. J'ai des preuves. Je veux connaître mes options. » Patricia inséra la clé, son expression ne changeant jamais alors qu'elle examinait les reçus d'hôtel, les photos, les messages textes. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? 6 mois que je peux prouver. Peut-être plus. » La voix de Daniel était maintenant ferme. Le choc s'était dissipé, laissant place à quelque chose de plus dur. « Nous possédons la maison conjointement. Mes parents sont sur le titre de propriété en tant que cosignataires depuis que nous avons refinancé. Que adviendra-t-il d'elle ? Cela dépend de plusieurs facteurs. » Patricia s'adossa à son fauteuil en cuir. « Avez-vous des enfants ? » Non, nous avons essayé pendant des années. Le médecin a dit que le problème venait de moi. Un autre mensonge, réalisa-t-il maintenant. Mila avait probablement été sous contraceptif tout ce temps. Des intérêts commerciaux communs ? Des dettes partagées au-delà de l'hypothèque ? La maison est notre plus grand atout. Des cartes de crédit aux 2 noms, mais c'est moi qui les paie. Sa voiture est financée par ma caisse de crédit. Daniel avait passé 3 nuits blanches à éplucher leurs finances. Je gagne 2 fois plus qu'elle. Dans un divorce, n'aurait-elle pas droit à une pension alimentaire ? Possiblement, à moins que nous ne puissions prouver que l'adultère a affecté la stabilité financière du mariage. Le sourire de Patricia était aussi tranchant qu'une lame. Vous avez mentionné que vos parents sont sur le titre de propriété. C'est intéressant. Ont-ils contribué à la compte ? 20 000 $. Mais c'était il y a 8 ans. Et ils ont fait des paiements depuis ? Non, je paie l'hypothèque, l'assurance, les impôts, tout. Patricia prit des notes sur un bloc-notes. Voici ce que je pense. Nous déposons une demande de divorce pour adultère. Nous documentons chaque contribution financière que vous avez faite par rapport à la sienne. Nous établissons un schéma de tromperie qui sape toute prétention qu'elle pourrait avoir à une pension. Et la maison ? C'est là que ça devient intéressant. Si vos parents veulent réclamer leur investissement, ils pourraient forcer une vente. Le produit de la vente serait divisé selon les pourcentages de contribution. Le stylo de Patricia tapota le bloc-notes. Bien sûr, vos parents devraient accepter une telle stratégie. Daniel pensa aux commentaires de sa mère au dîner, au mépris désinvolte de son père pour son travail acharné. Il pourrait y être ouvert. Je vais rédiger les papiers. En attendant, je vous suggère de commencer à tout documenter, relevés bancaires, reçus, preuves de ses dépenses. Créer une trace écrite qui montre qui a soutenu financièrement ce mariage. Combien de temps cela prendra-t-il ? Si elle conteste, des mois. Si elle ne veut pas que sa liaison soit rendue publique. Patricia haussa les épaules. Ça pourrait être terminé en quelques semaines. Daniel quitta le cabinet d'avocat en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison, il avait un plan. Le contrôle. Ce soir-là, il s'arrêta à la quincaillerie. Pas pour des fournitures électriques cette fois. Il acheta un petit enregistreur numérique, du genre de ceux qu'utilisent les détectives privés. Du matériel de sécurité, un nouveau téléphone avec un numéro intraçable. À la maison, Mila cuisinait de nouveau. En faisant trop d'efforts, comme le font toujours les coupables. Tu as l'air mieux, dit-elle en l'embrassant sur la joue. Moins fatigué. J'ai pris une journée personnelle. La première depuis des années. Daniel observa son visage. Peut-être que je devrais en prendre plus. Passer du temps avec ma femme.
Quelque chose vacilla derrière ses yeux. La peur. Ça a l'air sympa, mais tu ne veux pas prendre de retard au travail. L'entreprise d'électricité ne s'effondrera pas sans moi pendant quelques jours. Il enroula ses bras autour de sa taille, la serrant contre lui. Elle se raidit légèrement. Quand est-ce que nous sommes partis en voyage pour la dernière fois? Juste nous deux. Le travail a été fou dernièrement. Le comte Patterson est exigeant. Ah oui, le comte Patterson. Daniel avait appelé son bureau la veille. Il n'y avait pas de comte Patterson. Peut-être le mois prochain. Cette nuit-là, pendant que Mila prenait sa douche, Daniel accéda à son ordinateur portable. Ses mots de passe n'avaient pas changé depuis le jour de leur mariage, leur anniversaire, le nom de leur premier chien, des combinaisons qu'il l'avait aidé à créer des années auparavant, quand elle était moins soucieuse de la sécurité numérique. L'affaire était documentée avec des détails douloureux, photos, vidéos, plans pour de futures rencontres. Mila s'était construit une vie séparée avec Jared tout en maintenant la façade de leur mariage. Les eurodatages montraient qu'elle était avec lui pendant le dîner d'anniversaire de Daniel, prétextant une urgence au travail. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans sa discussion avec Lisa et Amy. Des plans pour vider progressivement leur compte joint. Des discussions sur la police d'assurance vie de Daniel. Des spéculations sur la durée pendant laquelle elle pourrait garder l'affaire secrète avant de demander le divorce. Il est tellement naïf. Le temps qu'il comprenne, j'aurai assez d'économies pour recommencer avec Jay. Et s'il devient méfiant? S'il te plaît, Danny. Il croira tout ce que je lui dirai. Il l'a toujours fait. Daniel copia tout sur des disques cryptés. Des preuves légales, mais aussi une motivation. Elle ne faisait pas que le trahir. Elle prévoyait de le détruire financièrement et émotionnellement. Le lendemain matin, il rendit visite à ses parents. Il vivait dans une maison de plain-pied bien entretenue à 20 minutes de là. Le genre d'endroit où les voisins connaissaient les affaires des autres et où les ragots voyageaient plus vite que les nouvelles. Danny. Sa mère ouvrit la porte en peignoir, une cigarette pendant à ses lèvres. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? J'ai besoin de vous parler, à toi et à papa, de quelque chose d'important. Son père était dans la cuisine, lisant le journal de la veille et buvant du café dans une tasse qui disait « Le plus grand électricien du monde ». Un cadeau que Daniel lui avait fait des années auparavant, même si son père avait été ouvrier d'usine. « Bonjour, fiston. Un café? » Merci. Daniel accepta la tasse, remarquant comment ses parents échangeaient des regards, toujours en équipe lorsqu'il s'agissait de juger les choix de leur fils. « Je vais divorcer. » La cigarette de sa mère tomba dans son café. « Quoi? Pourquoi? Mila est une fille si douce. Mila me trompe avec Jared depuis des mois, peut-être des années. » Daniel garda une voix égale. « J'ai des preuves. » « Tu es sûr? » Le scepticisme de son père fut immédiat. Parfois, ces choses semblent pires qu'elles ne le sont. Le mariage, c'est du travail, Danny. Tu ne peux pas simplement abandonner quand ça devient difficile. Elle en rit avec sa famille, prévoyant de prendre la moitié de tout en continuant l'affaire. Daniel sortit son téléphone, leur montrant des captures d'écran de la discussion de groupe. Voilà ce qu'elle pense vraiment de nous. Sa mère lut en silence, son visage pâlissant. Les messages sur Daniel étaient cruels, mais ceux sur ses parents étaient virulents. Mila les avait traités de « vieux pathétiques qui n'ont jamais appris à se mêler de leurs affaires ». Elle s'était moquée de la cuisine de sa mère, des histoires de son père sur la guerre à laquelle il n'avait jamais participé. Cette petite. Les mains de son père se serrèrent en poing. Il y a plus. Daniel leur montra les messages de planification financière où Mila discutait de la manière de maximiser son règlement de divorce. Elle sait que vous êtes sur l'acte de propriété. Elle compte là-dessus pour augmenter sa part des biens. Nous avons mis 20 000 $ dans cette maison, dit sa mère doucement. Nous lui faisions confiance. Je sais, et je paie l'hypothèque seule depuis 8 ans. Mais légalement, elle pourrait quand même avoir droit à une partie. Daniel se pencha en avant. À moins que vous ne vouliez protéger votre investissement. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de son père était maintenant sèche, professionnelle. Mon avocate dit que si vous exigez le remboursement de vos 20 000 $ plus les intérêts, cela pourrait forcer une vente de la maison. Le produit de la vente serait divisé en fonction des contributions réelles, et non de la loi sur le mariage. Elle n'obtiendrait presque rien.
Sa mère réalisa, elle obtiendrait ce qu'elle a mérité, c'est-à-dire rien. Daniel les regarda dans les yeux. Mais j'ai besoin de savoir que vous êtes avec moi. Une fois que nous commencerons, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va devenir moche. Ses parents se regardèrent, communiquant de cette manière silencieuse que les couples développent au fil des décennies. Finalement, son père hocha la tête. Cette fille nous a tous pris pour des imbéciles. Il est temps qu'elle apprenne ce que ça coûte. Daniel passa le reste de la semaine à construire méthodiquement son dossier. Il ouvrit un compte bancaire séparé, y transférant son salaire avant que Mila ne puisse y accéder. Il changea les mots de passe de tous leurs comptes partagés. Il documenta chaque achat, chaque facture, chaque contribution financière qu'il avait faite à leur vie commune. Le plus difficile était d'agir normalement à la maison, de l'embrasser au revoir chaque matin, de lui demander comment s'était passée sa journée, de faire semblant de croire à ses mensonges sur le travail tardif. Mais chaque tromperie qu'elle racontait maintenant jouait en sa faveur, renforçant son dossier pour le tribunal des divorces. Vendredi soir, Jared est revenu dîner. Cette fois, Daniel était prêt. « Salut, beau-frère. » La poignée de main de Jared était ferme, confiante. La poigne d'un homme qui pensait gagner. « Comment vont les affaires électriques ?» Électrisante. Daniel sourit à sa propre blague. « Et les travaux de construction ?» On ne se plaint pas. De l'argent stable, une bonne équipe. Jared se servit une bière dans le réfrigérateur de Daniel. Mila dit que tu as fait beaucoup d'heures supplémentaires dernièrement. Il faut bien que quelqu'un paie pour tout ça. Daniel fit un geste autour de la cuisine. Une belle maison ne s'entretient pas toute seule. C'est bien vrai. Tu as construit une belle vie ici. Construit est le mot-clé. Daniel observa la réaction de Jared. Tout ici vient de mon travail, de mon argent, de ma planification. Quelque chose changea dans l'expression de Jared. Une lassitude. Peut-être la reconnaissance que la conversation avait une certaine tension. Eh bien, vous avez tous les deux contribué, toi et Mila. Vraiment ? Daniel ouvrit son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine, inclinant l'écran pour que Jared puisse voir. Parce que selon les relevés bancaires, les contributions de Mila ont été plutôt minimes. Le tableur montrait 8 ans de paiements hypothécaires, tous provenant du compte de Daniel, les paiements d'assurance, les impôts fonciers, les frais d'entretien, les factures de services publics, colonne après colonne de dépenses avec le nom de Daniel associé. Ça, c'est entre toi et ta femme, mec. Jared recula vers le salon. Vraiment ? Parce qu'il semble que d'autres personnes ont pris des décisions concernant mon mariage dernièrement. Daniel ferma l'ordinateur portable. Des gens qui ne sont pas mariés à Mila. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le Moonlight Motel sur M Street. Les mardis après-midi. Chambre 237. La voix de Daniel tomba à un murmure. Ça te dit quelque chose ? Le visage de Jared devint blanc. Danny, je peux expliquer. Tu peux ? Peux-tu expliquer pourquoi le beau-frère de ma femme la saute dans des chambres de motel que j'ai payées avec mes heures supplémentaires ? Daniel s'approcha. Peux-tu expliquer la discussion de groupe où vous vous moquez tous de quel mari pathétique je suis ? Ce n'est pas, ça ne devait pas arriver. C'est juste. C'est juste quoi ? C'est juste arrivé pendant 6 mois ? Daniel rit. Un son comme du verre qui se brise. Tu es juste tombé accidentellement dans le lit de ma femme pendant que je travaillais pour payer le lit que vous utilisiez ? Danny, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer. Explique à mon avocat. Explique à ta femme quand elle le découvrira. Explique à tout le monde à ton travail quand les photos seront rendues publiques. Daniel sortit son téléphone. Parce que c'est ce qui se passe maintenant. Tout le monde va voir quel genre d'homme est vraiment Jared Thompson. Tu ne peux pas. S'il te plaît. Mes enfants. Tes enfants apprendront que leur père est un menteur et un tricheur, tout comme j'ai appris que ma femme l'est. Daniel se dirigea vers la porte de la cuisine. Sors de ma maison. C'est de la folie. Mila. Mila est chez sa sœur, en train de planifier votre prochain coup, probablement. Mais peu importe ce que vous planifiez maintenant. Daniel ouvrit la porte. Tu as perdu. Tu ne le sais juste pas encore. Jared partit sans un autre mot. Daniel verrouilla la porte derrière lui et se versa un verre.
Le premier coup était porté. Maintenant, les choses allaient s'accélérer. Mila rentra 2 heures plus tard, le visage rouge de panique. « Que as-tu dit à Jared ?» Il m'a appelé en pleurant, racontant des bêtises sur des photos et des avocats. Je lui ai dit la vérité. Daniel était assis dans son fauteuil, les papiers du divorce sur la table d'appoint. La même vérité que je te dis maintenant. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini, Danny? Tu me fais peur. Notre mariage, ta liaison, les mensonges, tout ça. Il désigna les papiers. Signe-les. Mila fixa les documents comme s'ils allaient la mordre. C'est à propos de Jared. Danny, il ne s'est rien passé. Nous sommes juste amis. Chambre 237. Les mardis après-midi. 6 mois de reçu de carte de crédit. La voix de Daniel était stable comme du granit. J'ai des photos, Mila. Des vidéos. Des messages textes où tu te moques de moi avec ta famille. Tu m'as espionné. Je me suis protégé. Et c'est une bonne chose, vu que toi et ta sœur prévoyiez de vider nos comptes. Daniel se leva. Signe les papiers. Je ne le ferai pas. C'est aussi ma maison. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors parce que tu fais une sorte de crise de la quarantaine. En fait, je peux. Daniel sourit. Mes parents réclament leur investissement. 20 000 $ plus 8 ans d'intérêt. La maison est vendue pour régler la dette. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils le peuvent. Et ils le font. Le panneau à vendre sera planté lundi matin. Daniel prit ses clés. Tu as jusqu'à ce moment-là pour décider si tu veux signer ces papiers et garder un peu de dignité, ou te battre et voir tout ce que tu as fait rendu public au tribunal. Où vas-tu? Au motel. Ça semble approprié. Daniel s'arrêta à la porte. Au fait, j'ai annulé les cartes de crédit. J'ai changé les mots de passe des comptes bancaires. Si tu as besoin d'argent, demande à ton petit ami. Il la laissa debout dans leur salon, tenant les papiers du divorce et comprenant enfin le coup de la trahison. Le Moonlight Motel n'était pas aussi miteux que Daniel l'avait imaginé. Des chambres propres, des tarifs raisonnables et un réceptionniste qui se mêlait de ses affaires. Daniel paya en espèces pour une semaine et s'installa pour attendre. Il n'eut pas à attendre longtemps. Lundi matin, le panneau à vendre apparut dans son jardin. À midi, son téléphone vibrait d'appels de Mila, de sa sœur, même de sa belle-mère. Il les ignora tous. Mardi, Mila se présenta au motel. « Danny, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » Elle avait l'air terrible. Les cheveux sales, le maquillage qui avait coulé, portant les mêmes vêtements que la veille. La confiance arrogante qu'elle portait comme une armure se fissurait. Parler. C'est insensé. Tu ne peux pas détruire notre mariage pour une erreur. Une erreur? 6 mois, c'est une habitude, Mila. Prévoir de vider nos comptes, c'est du vol. Te moquer de moi avec ta famille, c'est de la cruauté. Daniel s'appuya contre le cadre de la porte. Mais s'il te plaît, dis-moi plus sur le fait que c'est moi le problème. Je sais que tu es blessé. Je sais que j'ai merdé, mais les gens font des erreurs. On peut arranger ça. Peut-on arranger les vidéos de toi et Jared riant de mon salaire pendant que vous me trompiez dans le lit que j'ai acheté? Peut-on arranger les messages où tu me traites de pathétique à ta sœur? Daniel secoua la tête. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Elles ne peuvent qu'être terminées. Je t'aime. Non, tu aimes mon argent. Tu aimes la sécurité que je fournis. Tu aimes avoir quelqu'un de qui te moquer avec tes amis. Daniel recula vers sa chambre. Tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. L'affaire, ça ne signifiait rien. C'était juste physique. L'affaire signifiait tout. Ça signifiait que tu as cessé d'être ma femme. Ça signifiait que tu es devenu autre chose, quelque chose que je ne reconnais pas. Mila se mit alors à pleurer, des sanglots qui l'auraient peut-être ému un mois plus tôt. Maintenant, il sonnait juste comme de la manipulation. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais rompre avec Jared. Je ferai tout ce que tu veux. Tu signeras les papiers. C'est ce que je veux. La maison vaut 200 000 $. Tu ne peux pas tout prendre. Regarde-moi faire. Daniel ferma la porte de la chambre du motel. Jeudi,
La maison avait reçu 3 offres. Daniel accepta la plus élevée, une offre en espèces d'un promoteur qui voulait la démolir pour construire des appartements. C'était approprié, d'une certaine manière. Mila essaya une approche différente le vendredi. Elle amena Lisa et Amy avec elle, les 3 femmes qui avaient trouvé sa douleur si divertissante. « Danny, sois raisonnable, dit Lisa. Mila a fait une erreur, mais tu es vindicatif. » Vindicatif? Daniel savoura le mot. C'est comme ça qu'on appelle la justice maintenant? Tu détruis sa vie pour une aventure. Je protège ma vie contre des voleuses. Daniel regarda Amy. Tu as aimé la discussion de groupe? Toutes ces blagues sur le pauvre Danny stupide? Amy ne put croiser son regard. On se défoulait juste. Les filles parlent, tu sais. Les filles parlent, les hommes agissent. Daniel sortit son téléphone. Vous voulez voir la vidéo où Mila explique comment elle va me plumer au divorce? Celle où elle traite ma mère de vieille sorcière desséchée? Ça suffit. Mila s'interposa entre eux. Tu as fait passer ton message. Vraiment? Parce que ta famille semble toujours penser que c'est négociable. Daniel s'adressa aux 3 femmes. Soyons clairs. Ce mariage est terminé. La maison est vendue. Mila n'obtiendra rien d'autre que les vêtements qu'elle a sur le dos et ce que Jared sera prêt à lui donner pour la soutenir. Tu ne peux pas la laisser sans rien. Protesta Lisa. Je peux. Et je le ferai. Et si l'une d'entre vous essaie d'interférer, je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre de personne vous êtes. Le sourire de Daniel était froid comme l'hiver. Mettez-moi au défi. Elles partirent sans un autre mot. La clôture de la vente était prévue pour le mardi suivant. Daniel repartirait avec 180 000 $ après avoir remboursé l'hypothèque et l'investissement de ses parents. Mila n'obtiendrait rien, ayant refusé de signer les papiers du divorce. Samedi soir, Jared fit sa dernière tentative. Daniel sortait d'un restaurant quand Jared sortit de l'ombre. 3 autres hommes avec lui. Des ouvriers du bâtiment, à en juger par leur apparence. Des hommes costauds habitués au travail physique. Il est temps de régler ça entre hommes, dit Jared. 4 contre 1. Très viril. Daniel garda les mains visibles, détendues. Il s'y attendait. Tu m'as humilié. Tu m'as coûté mon mariage. Mes enfants ne me parlent plus. Tu t'es humilié tout seul. J'ai juste documenté les faits. Je l'aimais. Tu l'as utilisé comme elle m'a utilisé. La différence, c'est que j'en ai fini d'être utilisé. Jared fit un signe de tête à ses amis. Ils commencèrent à avancer. Daniel sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Je ne ferai pas ça. Quoi? La police vous surveille depuis mardi. Menace contre un témoin dans une procédure de divorce. Ils sont garés juste là. Daniel montra une berline de l'autre côté de la rue. Faites un mouvement. Jared regarda où Daniel pointait, vit les silhouettes dans la voiture, et ses épaules s'affaissèrent. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Rentre chez toi, Jared. Ce qu'il en reste. La clôture de la vente se déroula sans accroc. Daniel signa les papiers, accepta un chèque de banque et remit les clés d'une vie qu'il ne voulait plus. Mila n'était pas là. Selon son avocate, elle était à l'hôpital pour des douleurs thoraciques liées au stress. Daniel ne ressentit rien à ce sujet. Il conduisit son camion jusqu'au cimetière où son grand-père était enterré, l'homme qui lui avait appris l'électricité, le travail acharné et le respect des gens. Le vieil homme aurait compris ce que Daniel avait fait, même s'il n'aurait pas approuvé les méthodes. Je suis devenu quelqu'un d'autre, grand-père, dit Daniel à la pierre tombale. Quelqu'un que je ne reconnais pas. Mais peut-être que c'est ce qu'il faut parfois. Peut-être que les gentils finissent vraiment derniers. Le vent bruissa dans les chênes que son grand-père avait aimés. Daniel le prit comme un accord. Il quitta le cimetière et se rendit au petit appartement qu'il avait loué à l'autre bout de la ville. Une page blanche, un nouveau départ, une chance d'être quelqu'un de nouveau. L'appel téléphonique arriva 3 semaines plus tard. M. Carter, ici Janet Morrison. J'ai trouvé votre carte dans le portefeuille de mon mari. Je suis désolé, Madame Morrison, mais je pense que vous vous trompez de numéro. Vous aidez les gens comme moi, n'est-ce pas? Les gens dont les conjoints les prennent pour des idiots.
Daniel se redressa dans son nouvel appartement, regardant les cartes de visite qu'il avait fait imprimer. De simples cartes blanches avec juste son nom et son numéro de téléphone. Les nouvelles voyageaient vite dans les petites villes. Qu'est-ce qui vous fait penser que votre mari vous trompe, Madame Morrison? Il travaille tard, achète de nouveaux vêtements, cache son téléphone. Sa voix était ferme, mais Daniel pouvait entendre la douleur en dessous. Je sais qu'il me prend pour une idiote. Je sais qu'il prépare quelque chose. Et que voulez-vous savoir? Je veux tout savoir, et je veux qu'il paie pour ça. Daniel sourit, sentant cette obscurité familière se déployer dans sa poitrine. La fin de justice, d'équilibre, de faire comprendre aux traîtres le coup de leur choix. Madame Morrison, je pense que je peux vous aider. 6 mois plus tard, Daniel Carter dirigeait une entreprise de conseil florissante. Il aidait les conjoints trahis à rassembler des preuves, à protéger leurs biens et à planifier des stratégies de vengeance qui restaient juste dans les limites de la légalité. Sa réputation se propageait par des conversations chuchotées et des recommandations désespérées. Il ne revit jamais Mila, bien qu'il ait entendu dire qu'elle avait déménagé dans un autre état avec Jared, qui avait perdu son emploi dans la construction et sa famille. Ses parents lui rendaient visite de temps en temps, fiers du succès de leur fils, même s'ils ne comprenaient pas entièrement ses méthodes. Le nouveau bureau de Daniel se trouvait dans un entrepôt reconverti du centre-ville, spartiate et efficace. Pas de photos de famille, pas de touches personnelles, juste des classeurs remplis des trahisons des autres et un bureau où ils planifiaient leur chute. On frappa à sa porte un mardi après-midi. Daniel leva les yeux de l'examen des dossiers financiers de son dernier client pour voir un visage familier à travers la vitre dépolie. Lisa, la sœur de Mila. Il ouvrit la porte lentement, étudiant la femme qui avait autrefois ri de sa douleur dans une discussion de groupe. « Bonjour, Lisa. »« Danny, j'ai besoin d'aide. » Elle avait l'air plus âgée, usée par quelque chose de plus lourd que le temps. Ses vêtements étaient chers mais froissés. Son maquillage soigneusement appliqué mais incapable de cacher l'épuisement dans ses yeux. De l'aide pourquoi? Mon mari. Je pense elle déglutit difficilement. Je pense qu'il me trompe. Daniel faillit rire. La justice cosmique était trop parfaite, mais il garda une expression neutre, professionnelle. Entrez. Lisa s'assit dans le fauteuil client en face de son bureau, le même fauteuil où des dizaines de conjoints trahis avaient raconté leur histoire. Elle tripotait son sac à main, évitant son regard. « Depuis combien de temps le soupçonnez-vous » demanda Daniel. « 3 mois, peut-être plus. Il est différent, distant, secret. » Elle le regarda enfin. « Je sais que tu me détestes. Je sais que ce que nous t'avons fait était terrible, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Qu'est-ce qui te fait penser que je te déteste? La discussion de groupe, les choses que nous avons dites, la façon dont nous t'avons traité. » La voix de Lisa se brisa. « J'ai été horrible avec toi. Nous l'avons tout été. Oui, vous l'avez été. Je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien. Mais je suis désolé. » Daniel s'adossa à son fauteuil, étudiant la femme qui avait autrefois raillé son mariage par message avec sa sœur. La femme qui était au courant de l'affaire et n'avait rien dit, qui avait traité sa douleur comme un divertissement. « Parlez-moi des changements de comportement de votre mari. » Pendant l'heure qui suivit, Lisa détailla les signes classiques de l'infidélité. Des nuits tardives au travail, des changements de mots de passe, de nouveaux vêtements, un comportement distrait. Daniel prit des notes, posa des questions, construisit un profil de cas comme il le faisait pour chaque client. « Je peux vous aider, dit-il finalement. Mais vous devez comprendre quelque chose. Une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Si votre mari vous trompe, je trouverai des preuves. S'il prévoit de vous quitter, je le documenterai. S'il cache des biens, je les découvrirai. Et ensuite, vous déciderez du type de justice que vous voulez. » Lisa hocha lentement la tête. « Quels sont vos honoraires? » « Pas d'honoraires initiaux. Je prendrai 20% des biens que vous protégerez ou récupérerez. » Le sourire de Daniel était aussi tranchant qu'une lame. Appelez ça une courtoisie professionnelle pour une vieille amie. Pourquoi m'aiderais-tu après tout ça? Daniel la regarda longuement, se souvenant de la douleur de la découverte de ses messages de groupe. L'humiliation d'apprendre que son mariage avait été une blague pour ses femmes. La rage qui l'avait poussé à détruire tout ce qu'il avait autrefois aimé. Parce que maintenant,
tu sais ce que ça fait, dit-il doucement. Et peut-être que c'est une justice suffisante. Lisa partit avec un contrat et des instructions pour documenter le comportement de son mari. Daniel la regarda s'éloigner, puis retourna à son bureau et au dossier d'autres conjoints trahis cherchant vengeance. Les affaires étaient florissantes. La douleur était rentable, et Daniel Carter était devenu très doué pour transformer la trahison en bilan financier. Le téléphone sonna, une autre voix désespérée. Une autre histoire de confiance brisée et de cœur en miettes. Daniel répondit avec une sympathie professionnelle, calculant déjà les angles et les stratégies. Dehors, par la fenêtre de son bureau, la ville bourdonnait de 10 000 secrets, 10 000 mensonges, 10 000 petites trahisons attendant d'être exposées. Et dans son entrepôt reconverti, Daniel Carter construisait des dossiers comme des circuits électriques, méthodiques et précis, jusqu'à ce que le courant circule exactement là où il le voulait. Il avait appris que les gentils finissent derniers, mais que les types patients avec des preuves et des avocats finissent riches.